Waouh, cette vidéo va être très dure à tourner, mais bon, ça va aller. Amis, ça va aller. Donc on recommence. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce ne sera pas une vidéo drôle, pas du tout. Ce ne sera pas un vlog, ce sera une vidéo face cam, excusez-moi, on va discuter, je vais vous donner des nouvelles et vous expliquer pourquoi j'ai disparu. Après j'ai disparu de YouTube, mais pas d'Instagram. Donc n'hésitez pas à aller me suivre là-bas parce que là-bas, ils savent déjà ce qui s'est passé un tout petit peu, mais pas beaucoup. Et là, je vais vraiment prendre le temps de vous expliquer tout ça. Donc en fait, on s'était laissé sur un vlog, le vlog de France. Et en fait, je me dois d'être sincère avec vous. Ce vlog, en fait, en France, je suis partie en France, j'ai pas vraiment expliqué pourquoi je suis partie subitement comme ça. Enfin, j'ai dit des petits trucs, mais c'était pas clair en fait. Genre, j'ai enjolivé ce vlog. Vraiment, je l'ai enjolivé. Je l'ai fait passer un peu pour des vacances et tout et tout. Mais en fait, la vérité, c'est que j'ai un peu menti. Un petit peu menti. Je suis partie en France parce qu'en fait, mon père est malade. Alors, il faut faire un retour en arrière. Pour ceux qui ont regardé le vlog, j'expliquais que voilà, je devais gérer la valise de mon père parce que je ne partais pas toute seule. Je devais gérer la valise de mon père, faire des montées, des allers-retours et tout. Et que j'ai expliqué que voilà, je devais gérer aussi avec la sécurité sociale, tout ça. Bref, en fait, la vérité, c'est qu'en fait, c'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est dur. En fait, je suis partie en France parce que mon père était malade et il n'y avait pas de solution en fait pour le soigner ici en Guadeloupe. Donc on est parti en France en urgence. Comme je l'avais dit, je crois, c'est comme si le mardi, on nous annonce qu'on part le jeudi. Donc tout était précipité, tout ça. Et on est parti en France. Et alors mon père et moi, donc comme j'ai expliqué, pour ceux qui ont vu le vlog, en fait on est parti en France pour qu'il puisse se faire soigner. Et ce fut très dur. Désolée si je ne regarde pas tout le temps la caméra, mais c'est encore un peu compliqué. Même si ça va beaucoup mieux, hein, mais c'est encore un peu compliqué. Donc en fait on est parti et quand j'étais en France, c'était dur parce que c'est la première fois que j'allais en France de toute ma vie. Enfin, je suis déjà allée quand j'étais petite, mais comme je ne me rappelle pas, comme j'étais trop jeune, pour moi ça compte pas. Donc en fait pour moi, de manière consciente et tout, ça a été très dur. Je suis partie un mois complet. Ça a été dur, j'étais toute seule, j'avais pas ma famille, j'avais pas ma maman, j'avais que mon papa, mais mon papa, il était à l'hôpital, donc voilà. Donc j'étais à Bicêtre, je crois, Crèmené Bicêtre, et mon père il était à Créteil, donc j'allais le voir tous les jours, tout ça. J'ai dû apprendre à prendre des transports, me déplacer, prendre des Bolt, des Uber, des ci, des ça. Et voilà, donc en fait on est arrivé en France. C'était déjà un diagnostic assez grave et on nous avait déjà préparé mentalement à ce que ces patients en fait qui tiennent. Donc bon, on avait la foi, on priait, il y avait d'autres personnes aussi qui priaient et on avait la foi que ça tienne, mais bon, je l'ai rappelé et je me dis que voilà, genre, j'ai pas envie de tout raconter, parce que le but aussi, c'est de ne pas traumatiser les gens, quand même. Mais la France, ça m'a éprouvé. Ça a éprouvé ma foi, ça m'a éprouvé physiquement, ça m'a éprouvé mentalement, dans tous les sens du terme, ça m'a éprouvé. Donc, le temps passe et tout, on apprend que voilà, mon père ne va pas tenir, donc de se préparer psychologiquement et tout. Et c'est à ce moment-là, ça, en fait, que là, ça commence à devenir un peu plus dur. C'est-à-dire qu'au début,
j'avais la foi de me dire non, mon père, en fait, genre, il va survivre. Il va survivre. Il va survivre, il va survivre. J'avais vraiment la foi. Mais à un moment donné, parfois, en fait, il faut se dire que non, il faut le laisser. Il s'est tellement battu, mon papa. Genre, mon papa, genre, c'est mon tour. Et de voir qu'il s'est autant battu, ben, je me dis, il a tout fait. Et genre, je sais que Dieu était là-bas. Dieu est avec moi parce que j'ai eu des péripéties en France, hein, faut pas croire. La France, c'était bien. Je me dis, ce qui m'a permis aussi de tenir, c'est parce qu'il y avait l'église, il y avait mon église locale là-bas aussi. Il y avait Renaissance IDF. Donc, j'y allais aussi, j'essayais d'y aller un maximum, même si c'était compliqué et même si c'était très loin de chez moi. Je crois que pour y aller, je mettais 2 heures. Mais ça m'a permis de tenir. Et ma mère m'appelait tous les jours. Tous les jours, plusieurs fois dans la journée. J'avais une cousine aussi qui était là-bas. Il y a mon oncle aussi qui habitait dans le nord, qui venait me voir. Je crois qu'il mettait 4 heures pour venir, même s'il ne venait pas régulièrement, mais ça faisait du bien. Et suite au décès de mon père, le frère de mon papa est venu en France, parce que comme je disais, ben, je ne pourrais pas. Genre là, ça fait trop. Personne ne m'a forcé à partir en France. C'est moi, j'ai dit, moi, je pars avec mon papa. Personne ne m'a forcé, quelqu'un d'autre aurait pu y aller. Hein. Mais c'est juste moi, j'ai dit, je m'en vais. Genre, je pars, je vais suivre mon papa. Je ne le laisse pas partir tout seul. Et dans le vlog, quand on voyait que je disais, je vais à l'hôpital, je vais à Créteil-Soleil, tout ça, en fait. Quand j'allais à Créteil-Soleil, si j'allais acheter à manger à Créteil, ensuite j'allais à l'hôpital et je passais toute l'après-midi, genre la moitié de la journée quand même avec mon papa. Je repartais sous les coups de 16 heures à peu près parce qu'entre Créteil et Bicêtre, je crois que ça dépendait des trajets, ça dépendait aussi des horaires parce qu'à un moment il y avait des grèves, donc il y avait énormément de lignes qui étaient fermées. Donc je mettais 1h30, 1h40 aller et 1h30, 1h40 retour. Et donc j'avais pas envie de partir au tard, même si c'était l'été, le soleil se couchait très très tard, mais j'avais pas envie de traîner parce que je connais pas la France plus que ça. Et 90% du temps, j'étais toute seule. Et je me dis, ma famille, ils sont à 8000 km. Ils sont à 8000 km, donc c'est mieux, aller rester sage. On va pas rentrer tout tard, même s'il fait nuit. Genre, même si le soleil se couche tard, on va pas rentrer tout tard. De mon père m'a fait passer par toutes les émotions inimaginables. Je suis passée par la tristesse, la colère, l'impuissance, le conflit, la confusion, tout. Je me posais des questions en fait, genre, vous savez, comme vous avez ce truc de, vous pouvez pas tout contrôler en fait, genre, vous êtes là à tatillon et en fait vous êtes là, vous devez attendre, juste attendre qu'en fait on vous donne des réponses, juste attendre que le médecin vienne vous voir, juste attendre que attendre, c'était ça, la France. Si je dois résumer quand j'étais en France, quand j'étais là-bas, je dois donner un mot, juste un mot, c'est attendre. Je devais constamment attendre que ci, attendre que ça, attendre que, attendre que mon papa aille mieux, attendre. C'était ça, l'attente. Si je dois résumer là, c'est l'attente. Et dans toute cette épreuve, comment vous expliquer? Ma foi s'est décuplée. Enfin, quand je dis décuplée, ma foi était tellement grande. En fait, je n'ai jamais été aussi zélée dans une période difficile que cette période-là. La période où j'étais en France avec mon père, entre le moment où on est arrivé et le moment où on est revenu en Guadeloupe, je n'ai jamais été aussi zélée. Je priais, louange, parlant en langue. Tout ça, c'est ce qui me permettait en fait de tenir parce que au-delà du fait que ma mère m'appelait, tout le monde m'appelait. Enfin, quand je dis tout le monde, c'est un grand mot, mais je recevais des messages, on m'appelait et tout. Bon, en fait, ils sont loin, donc c'est pas pareil. C'est pas pareil parce qu'ils sont à 8000 km, mais ce qui me permettait vraiment... En fait, j'étais tellement focus sur Dieu que
c'est ça en fait. C'est ça là. Waouh. Vraiment, j'ai tellement vu Dieu à l'œuvre durant mon séjour là-bas. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu confidentiel aussi. Et j'ai déjà témoigné, c'est un témoignage en fait que je garde que pour mon église, que je vais témoigner là-bas. Je n'ai pas spécialement en fait envie d'en parler sur les réseaux. Ils sont aussi personnels, c'est pour ma famille aussi, donc voilà. Mais j'ai vu tellement Dieu à l'œuvre. En fait, les amis, vous ne pouvez pas vous imaginer dans quelles conditions je suis partie. Vous ne pouvez pas vous imaginer dans quelles conditions je suis partie de la Guadeloupe pour aller en France. C'était une galère. Si je dois vous donner quelques petits exemples, quand on nous a annoncé que je devais partir avec mon père, on ne savait pas où j'allais dormir. Financièrement, c'était compliqué parce que je ne travaillais plus, je touchais les allocations chômage et mes allocations chômage prenaient fin début juillet. C'est ça. Quand j'étais là-bas, ils ont pris fin et c'était ça en fait. Si je dois résumer vraiment, c'était financièrement et là où je vais dormir. Bon, après, Dieu a fait grâce, mais c'était ça en fait le plus compliqué. Donc, waouh. De toutes les façons, je vais vous mettre des petits inserts pour que cette vidéo soit beaucoup plus parlante et que ce ne soit pas juste quelqu'un qui vous parle blablabla, je blablabla. J'ai envie aussi que ce soit une vidéo vivante, une vidéo où j'ai mettre des petits close-up en fait pour que vous puissiez comprendre en fait mon état d'esprit de comment j'étais là-bas. Donc, je vais rajouter ça. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Qu'est-ce que je peux dire? Il y a tellement de trucs à dire que je ne sais pas quoi dire. C'est la première fois que je fais une vidéo. J'ai mes notes, mais j'arrive même pas à regarder mes notes. Genre, c'est une vidéo tellement, genre, en cafou, en freestyle. Cette vidéo, c'est sur freestyle, alors que j'ai des notes devant moi pour ne pas me perdre, mais j'arrive même pas à les lire. Mais bon. Donc je disais, j'étais là-bas, c'était dur, mais ma foi m'a permis de tenir. Après, arrivé au moment où on m'a dit, oui mademoiselle, j'étais en appel avec ma mère. Mademoiselle, en fait, votre père, il ne tiendra pas la semaine. Ce soir-là, j'ai dû accepter parce que, à un moment donné, je prie, franchement les amis, j'avais vraiment la foi, mais parfois, tu sens, en fait, j'avais déjà senti le truc, mais je ne voulais juste pas l'accepter. Dieu m'avait déjà parlé, mais je ne voulais juste pas l'accepter. Et au moment où on me l'a dit, on a vraiment dit verbalement, votre père ne va pas tenir. Ma mère m'a appelé, quand je suis partie et tout, sur le trajet, ma mère a fait tout le trajet avec moi. Ensuite, je lui ai dit, maman, je te laisse. Et en fait, là où j'étais logée, il y a un parc. Et c'était les vacances, donc il y avait tout le temps des enfants là-bas. Les amis, je suis allée dans ce parc. J'avais pas de pull. Et je sais pas, d'ailleurs, parenthèse, les gens qui se sont moqués de moi quand j'étais là-bas, là, moi, je suis pas votre camarade. Ouais, je suis pas votre camarade. J'avais ça à dire. Les amis, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé cet été. J'étais au mois de juillet, j'étais là-bas. Je n'ai pas compris pourquoi il faisait froid comme ça. On m'a parlé de canicule. Je n'ai jamais vu la canicule. La canicule n'a pas existé. J'avais froid. Et quand je disais oui, j'ai froid, les gens se moquaient de moi. Mais en fait, j'avais vraiment froid là-bas. Et je me rappelle, pour revenir sur le truc, quand on m'a annoncé ça, j'ai raccroché avec ma mère et tout. Quand je suis allée dans le parc. Je me suis assise. J'avais pas de pull. En fait, j'avais une combinaison, des grandes chaussettes. C'est tout ce que j'avais. Je n'avais pas de pull. J'avais les épaules dénudées. J'avais très froid. Et je me rappelle que ce soir-là, on a touché, je crois, le soir, les 10 degrés. Peut-être que pour vous, c'est rien. Les gens qui sont en hexagone, là, peut-être que pour vous, c'est rien. Pour moi, 10 degrés, c'est une dinguerie. Hein. Genre, la clim, là, moi, je ne mets pas la clim. Genre, vos histoires de mettre la clim à 16 mois, je mets la clim à 24. OK? Voilà. Donc, moi, 10 degrés, j'avais froid. Donc, j'étais tellement mal, j'avais tellement besoin de Dieu que je disais, je suis allée dans ce parc. Je me suis assise. Il y avait des enfants qui jouaient. Je me suis assise. J'ai fondu en larmes. Et j'ai tellement crié à Dieu. En fait, les amis, j'ai fondu en larmes. J'étais assise. Je me suis retrouvée à genoux dans le parc.
et j'avais un instrumental dans mes oreilles. Est-ce que je vais trouver l'instrumental? J'étais assise, oui, donc je disais, j'ai fondu en larmes. Je pleure, et à un moment, je me suis mise à genoux et j'ai crié à Dieu. Mais quand je dis j'ai crié à Dieu, je n'ai jamais prié comme ça de toute ma vie. En langue intelligible, je n'ai jamais parlé comme ça à Dieu de façon explicite. Attendez, j'essaie de voir si je trouve l'instrumental. J'ai trouvé. Donc, avant de vous faire écouter, je me suis mise à genoux et j'ai commencé à prier. Mais quand je vous dis prier, j'ai tellement prié. Il y a les larmes. En fait, je disais à Dieu, Dieu là, je suis sur le point de perdre mon papa. Mais permets-moi de tenir parce que si tu ne me tiens pas, parce que ma mère, elle n'est pas là en fait. Même si ma mère m'appelle, mais ça, c'est comme si, genre, c'est pas assez, parce que j'avais besoin d'un câlin, mais ma mère, elle n'était pas là pour me faire un câlin. Donc, j'avais dit à Dieu, genre, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de te sentir. Donc, je suis là, je pleure dans ce parc. Et il y a un enfant qui est venu, et l'enfant me dit, mais madame, pourquoi vous pleurez et tout? J'ai dit non, ça va, enfin, je vis une période un peu compliquée, c'est dur. Et l'enfant me dit quoi? L'enfant me dit, tu sais, Dieu, il est avec toi. Il ne va pas t'abandonner. Il faut que tu tiennes, madame. Il faut que tu tiennes. Parce que tu es loin de ta famille. Et l'enfant me fait un câlin. Et il n'y a pas beaucoup, dans cette partie-là, de là où j'étais, il n'y a pas beaucoup d'enfants. Donc, c'est des enfants qu'on voit souvent. C'est toujours les mêmes têtes que tu vois. Et je n'avais jamais vu cet enfant. J'ai fait 1 mois là-bas. Ça faisait déjà 2 semaines et demie que j'étais là-bas. Je n'avais jamais vu l'enfant. Je ne l'avais jamais vu. C'est la première fois que je la voyais. Elle m'a dit ça. Et en fait, elle m'a fait un câlin et elle est partie. Et je ne l'ai plus jamais revu. De ce jour-là jusqu'à mon départ, je ne l'ai jamais revu. Et en fait, je me suis dit, en fait, c'est Dieu qui l'a envoyé. C'est Dieu qui l'a envoyé. Donc, je vous fais écouter vite fait. YouTube, on est fatigué. On est fatigué. C'était ça. Vous voyez cet instrumental? Cet instrumental m'a suivi de ce soir dans le parc jusqu'à mon retour en Guadeloupe. Je suis arrivée en Guadeloupe le 11 août. J'ai atterri à 16h. Cet instrumental-là, en fait, j'avais une playlist. Genre, on a tous une playlist. Ma playlist n'existait plus. Il n'y avait que cet instrumental. C'est cet instrumental qui m'a fait tenir. Donc, quand la petite, elle est partie, quand je suis arrivée dans ce parc, il était 18h. Il était 18h. J'étais juste littéralement en haut. Genre, il y a le parc et il y a le bâtiment de là où j'étais. De 18h et j'ai pas compris. Le soleil s'est couché d'un coup. Et j'ai juste rentré, il était 21h. De 18h à 21h, j'étais comme ça. Je priais. Mais les amis, j'ai prié. Et c'est ça ça m'a redonné une force. Et je suis rentrée et j'ai continué. Le temps passe. Un petit jour, j'étais à la salle de sport. Ma mère m'appelle. Maman me dit, je ne comprends rien à ce qu'elle me dit parce que je n'avais pas de réseau. Donc je sors, je ne sors pas. Je suis dans la salle, je lui dis, maman, qu'est-ce qui se passe et tout, je ne comprends pas. En fait, j'entends des trucs, mais je ne comprends pas. Et elle me dit, ton papa est parti. Elle m'a dit, ne panique pas, on était déjà préparés à ça. Et là, c'est fini, il est parti. J'ai dit, d'accord. Et en fait, j'avais déjà prévu en plus, il est parti un lundi. Et j'avais déjà prévu, mon oncle, le frère de ma mère qui habite dans le Nord, avait déjà prévu ce jour-là sans fait de venir. Donc comme par hasard, genre, Dieu a fait que pendant ce moment-là, cette journée, j'étais pas seule. Donc j'ai dit d'accord, ma mère m'a dit ne cours pas, genre il est déjà parti, donc on était déjà préparés à ça, donc ne cours pas, finis ta séance de sport limite, t'as le temps.
j'ai déjà appelé ton oncle, vous aviez déjà rendez-vous. Donc je l'ai déjà appelé, il va venir te chercher, tu vas te doucher, tout ça. Et ça, non, en fait, genre, je rentre à la maison, je vais me doucher et je vais prendre le bus. Parce que je ne savais pas à quel moment mon oncle allait arriver. Mais il est arrivé vite. Donc on s'est eu au téléphone, tout ça, on va à l'hôpital. J'arrive à l'hôpital et il faut que vous compreniez que le seul jour où j'ai pleuré depuis que j'étais arrivée en France, c'était le jour dans le parc. C'était le seul jour où j'avais pleuré. Sinon, les autres jours, je n'avais jamais pleuré. Donc, je vois mon papa. Enfin, j'arrive à l'hôpital, je vois mon papa. Et là où maintenant, mon cerveau n'a pas assimilé, en fait, genre, que mon père n'est plus là, c'est que mon père, en fait, quand il est décédé, tu vois que, ah oui, il est décédé, mais il a fait la prière du salut. Gloire à Dieu. Mais en fait, pour revenir, là où mon cerveau, en fait, n'avait pas assimilé qu'en fait, ton papa, il n'est plus là, c'est que son visage était tout lisse, tout... En fait, il me faisait... En fait, mon papa, il a une manière de dormir. Quand il dort, il a une manière d'être. Et en fait, il était comme ça. Et en fait, mon cerveau, mon âme, n'a pas compris qu'en fait, là, Annie, ton papa, il n'est pas en train de dormir, en fait. Il est plus là. Depuis que quand je suis revenue, c'est là, dernièrement là, en fait, que j'ai accepté, en fait, que... Voilà. Genre, la manière dont je le voyais, je suis en mode... Il est tout lisse, tout normal, en fait. Genre, il était normal. Et je suis en mode... Mais comment... Voilà. J'ai pas pleuré tout de suite. Ensuite, j'ai appelé ma maman, tout ça, pour dire que ça allait. Et j'ai un autre cousin qui est venu, qui était de passage. Non, lui, il est venu... Désolée, je me mélange un peu dans la chronologie. Avant que mon père ne décède, on nous avait annoncé qu'il allait décéder. Il y a eu un temps où la soeur de mon papa et mon cousin, du côté de mon papa, ils étaient en France. Donc, ils sont venus à l'hôpital et tout. J'ai vu ma tante, je lui ai dit bonjour, tout ça, tout ça. Je n'avais pas encore pleuré. Jusqu'à ce que je vois mon cousin et je ne sais pas ce qui s'est passé quand je l'ai vu. J'ai fondu en larmes. Mais quand je dis j'ai fondu en larmes, genre, comme une madeleine. Et en fait, j'avais besoin de câlin. J'avais besoin que quelqu'un me serre dans ses bras. Et en fait, lui, quand je l'ai vu, j'ai vu en fait quelqu'un de la famille et ça m'a fait du bien. Et genre, quand il m'a fait un câlin, genre, j'ai senti que Annie, ça va. Et genre, dans son câlin, dans son emprise, j'ai senti que Annie, genre, ça va aller, genre, tu n'es pas toute seule. Le frère de papa arrive bientôt et tout, tiens bon. Enfin, il m'a pas dit tout ça, mais c'est ce que je ressentais et c'est ce que j'avais besoin. Donc j'ai pleuré, c'est passé, voilà. Ensuite, pour revenir à quand mon père était décédé, donc mon âme, en fait, n'arrivait pas à accepter le fait qu'il était juste plus là. Donc, j'ai commencé, après, à être en colère. Mon problème, c'est que des fois, quand je suis triste, je suis tellement triste que c'est la colère qui prend le dessus. Et en fait, j'étais en colère contre mon père parce que je me dis, fait déjà, entre le fait que j'avais l'impression qu'il dormait et en plus, je me dis, mais en fait, tu n'avais pas le droit de m'abandonner. C'est ce que je pensais. Je me disais, tu n'avais pas le droit de me laisser. Tu n'as pas le droit de nous laisser. Tu nous as laissés. Tu n'avais pas le droit. Tu devais te battre alors que... Voilà. Mais ça, c'est une phase à passer. C'est une phase à passer. Il y a des personnes qui passent par là. Enfin, je crois que oui, j'ai entendu ça. Des personnes qui n'acceptent pas et c'est la colère qui prend le dessus. Ben voilà, c'était mon cas. Mais maintenant, avec le temps, j'ai accepté. Ça va mieux. Voilà. Donc, on revient en Guadeloupe, on fait ce qu'il y a à faire. Et voilà. Maintenant, on va passer à la partie où je vous expliquais en fait comment le deuil a affecté ma vie. Donc, comment le deuil a affecté ma vie? Au début, je ressentais pas, en fait, j'étais pas encore en colère. C'est pas quand je dis que j'étais pas encore en colère, ça allait. Ça allait, mais j'étais au plus mal quand je suis arrivée en Guadeloupe. Je suis arrivée en Guadeloupe et il faut savoir que quand je suis arrivée, on faisait la veillée le soir même. Et quand j'ai revu des personnes que je n'aurais jamais pensé revoir de ma vie. Des personnes de mon église sont venues à la veillée et franchement merci. Des personnes, il y avait la famille, mais j'ai revu aussi mon ancien meilleur ami.
Et j'étais en mode... Quand je l'ai vue, j'ai recommencé à pleurer. En fait, c'était beaucoup d'émotions. Parce qu'elle et moi, en fait, en soi, on n'était ni fâchés ni rien. C'est juste que on avait juste pris des chemins différents. Mais on n'était pas fâchés. Mais ça faisait un moment qu'on ne s'était pas vus. Je crois que ça faisait déjà... Ça allait faire un an. Ça faisait déjà un an. Non, ça allait faire un an qu'on ne s'était pas vus et pas parlé. Mais on n'était pas fâchés. Hein. Franchement, loin de là. C'est juste que chacun avait pris des directions différentes. Et j'ai fondu en larmes. Enfin, cette veillée, j'ai reçu énormément d'amour. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Mais j'y arrivais pas. J'arrivais pas. Ensuite, il y a eu la veillée, tout ça, tout ça, tout ça. Maintenant, retrouver un quotidien. Et j'ai perdu mon papa, je ne vais pas vous mentir. Ça a affecté mes relations amicaux. Bref, ça a affecté ma relation aussi sentimentale et ma relation avec ma famille. Pour les relations amicales, ça a commencé, ça c'était en Guadeloupe. Donc on parle là, on est bien, on est en Guadeloupe, voilà. Là où ça a affecté ces relations-là, c'est parce que je suis quelqu'un, quand je suis triste, en colère, peu importe l'émotion, je me renferme, je ne parle pas. Je ne parle pas. Il faut dire aussi que je dis merci Dieu, parce que quand je dis les amis, moi en fait je parle de mon église. C'est des personnes de mon église. Mes sœurs d'armes, ça dit Annie et Nancy, elles m'ont laissé tranquille. Elles ne m'ont pas embêté, elles ne m'ont pas envoyé un paquet de messages, me harceler, me ci, me ça, me ci. On n'a pas fait ça. Par contre, j'ai reçu énormément d'amour du staff et même d'autres personnes. Mais là, je parle de l'église. J'ai reçu énormément d'amour, les parents spirituels, tout ça. J'ai reçu énormément d'amour venant d'eux et ça m'a fait du bien. Mais c'est pas que ça me faisait rien, mais c'est parce que je voulais. Je voulais juste mon papa en fait. C'est tout ce que je voulais, mon papa. Le fait de recevoir des messages de condoléances, tout ça, je me dis, en fait, il n'est pas là. Mais mon cerveau, je ne vais pas vous mentir jusqu'à à ce moment-là, pendant ce moment-là, ça. Mon cerveau, il n'acceptait pas qu'il n'était pas là. Il voulait, le gars, il ne voulait pas, genre mon cœur, mon âme, tout. Il ne voulait pas. Il ne voulait pas. Il ne voulait pas. Ensuite, avec ma famille, quand je suis revenue en Guadeloupe, il faut savoir que ma mère m'a loué un bungalow pendant une semaine. Pendant une semaine, pour me couper de tout. Et ma maman, c'est le genre de maman qui sait comment je suis. Elle ne m'harcelait pas. Quand j'étais en Guadeloupe, quand j'étais en France, elle m'appelait tout le temps, tous les jours, à n'importe quelle heure. Enfin, à n'importe quelle heure, on s'en comprend. Mais comme là, j'étais sur le territoire guadeloupéen, elle ne m'appelait pas. Elle m'appelait une fois tous les 2 jours pour savoir si ça allait. Mais quand j'étais dans le bungalow, en tout cas, quand j'étais dans le bungalow, elle ne m'appelait pas. C'est moi qui devais l'appeler parce qu'elle me donnait mon espace. Et elle aussi, en fait, maman, elle doit faire son deuil. Mais elle m'a donné mon espace, elle ne m'a pas envahi. Mes petits frères, pareil. Ma famille ne m'envahissait pas. Alors, sur les 2 messages, pas du tout. Ils savent en fait comment je suis. Genre, il y a des moments où... Chut. Et le moment d'1 semaine, ma mère avait dit à tout le monde, n'appelez pas, ne lui envoyez pas de message. Là, elle a besoin d'être avec elle-même. Donc, voilà. J'étais un peu dans mon coin, on me prenait des nouvelles et tout, ça allait. Merci à tous. Mais sur le coup, c'est pas ce que j'avais besoin. Mais ça fait du bien. De savoir qu'on ne te lâche pas alors que tu es à terre, alors que tu as envie de parler à personne. Et j'étais très désagréable. Je parlais mal. Enfin, c'est pas que je parlais pas mal, mais j'étais pas agréable. Quand je me voyais, j'étais dépitée. J'étais comme ça en mode. Genre, j'étais là, mais j'étais pas là. Ensuite, quand je dis ma relation sentimentale, c'est un peu un coup, je suis fiancée. Et lui, il a subi. Quand je dis il a subi mes pleurs, mes cris, ma colère. Il a énormément subi. Même
des amis aussi, parce que ma mère savait que, en fait, là où ma mère, en fait, a fait confiance aux autres, c'est dans le sens où ma mère a dit, quand j'ai quitté la veillée et que je suis partie dans le mégalo, ma mère a dit à mes 2 amis proches, genre Sadjani, Nancy, et Kélia pour le coup, et Mehdi, mon fiancé, elle leur a dit je vous confie ma fille. Là, je sais que là, c'est ma fille, mais elle a aussi besoin de vous. J'en suis consciente, je vous la confie. C'est ce que ma mère a dit. Je vous la confie. Donc, Mehdi a pris toutes mes émotions, tous mes états d'âme, tous mes pleurs, tous mes ci, tous mes ça. Nancy est venue dormir chez moi pendant une semaine. De base, c'était pas un petit peu. De base, c'était 3 jours, mais elle a dormi une semaine à la maison. Elle aussi. Elle a subi mes larmes. Et voilà. Et le truc, c'est que faut savoir que j'étais tellement triste que je me suis renfermée dans le travail. Enfin, quand je dis dans le travail, je suis auto-entrepreneur, je fais de la photo. Je me suis renfermée dans ça. Enfin, en tout cas, quand j'étais dans le mégalo, une fois, il y avait Axel aussi, la personne avec qui je travaille des fois, mais qui est plus qu'un collègue. C'est vraiment, genre, c'est la famille aussi, je le considère comme mon grand frère aussi. Il me disait, Annie, il faut sortir. Donc il m'emmenait sur ses tournages, des trucs comme ça. Ça a fait du bien. Mais c'est vrai que j'étais mal aussi. Donc je fuyais très vite. Je prenais sur moi, j'y allais, mais je repartais aussi vite. Mais voilà. Et voilà. Nous sommes dimanche 17 août. Je suis dépassée, les amis. En fait, j'ai fait la facecam en sachant que je suis en plein processus de guérison, de tout ce que vous voulez. Donc, au moment où je tourne la vidéo, ça ne va toujours pas. Mais quand je vais la poster, ben sachez en fait que ça ira mieux. Vous avez vu ma tête? Est-ce que vous voyez ma tête? D'accord. Ma mère m'avait, comme j'avais expliqué, ma mère m'a loué un bungalow, histoire d'aller souffler et tout, avant de reprendre mes recherches, tout ça. Les amis, c'est pas quand je sors du bungalow, mon pneu s'est éclaté. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Mon pneu s'est éclaté. Je suis fatiguée, je suis dépassée, j'en ai marre. Et en fait, vous voyez là, c'est la vraie Annie. Je suis fatiguée. Voilà. Je suis fatiguée. Et en plus, avant de prendre ma caméra, je me suis dit, pour Annie, arrange ta tête. Mais en fait, non. Je vais pas l'arranger parce que c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Donc, cette vidéo, en fait, c'est pour vous montrer l'envers du décor. Et l'envers du décor, c'est ça. Je suis dépassée, je suis fatiguée. En fait, je sais pas combien de fois vous allez entendre ça dans la vidéo, mais je suis dépassée, fatiguée, à bout. Mais bon. Je vais faire. C'est où ça pour ça? Tu ressembles à un savant fou. Attention, ça part. Déjà mon corps fait de la vapeur. C'est un but, nous, hein. Attention, hein. Qu'est-ce ça. Donc voilà. Maintenant, on va passer à la dernière partie. C'est qu'est-ce que j'ai mis en pratique, quels conseils j'aurais pu donner à quelqu'un qui passe par le deuil. Mais après, chaque personne vit son deuil de sa manière. Et si ça peut aider, tant mieux. Donc le premier conseil que je peux te donner, c'est reconnaître ta douleur. Reconnais la douleur. Permets-toi de pleurer, de dire je suis en deuil. Ne te force pas à faire comme si de rien n'était. Mon problème,
avant, c'est que j'étais quelqu'un, je faisais énormément semblant. Quand genre, je te disais, quand genre, j'étais triste, non, ça va. Quand genre, j'étais en colère, non, ça va. Là, il faut vraiment, le deuil, genre, faut reconnaître que t'as mal. En fait, faut dire que là, les amis, j'arrive pas. Les amis, là, j'ai besoin de temps. Là, les amis, je suis à bout. Là, les amis, je suis à terre. Là, les amis, j'ai mal. Et c'est là où ça... C'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais je suis tellement habituée, j'étais tellement habituée à montrer cette facette de fille forte, tout ça, que quand genre, j'ai commencé à être beaucoup plus vulnérable, il y a des personnes qui étaient en mode... Comment ça va pas? Comment ça? Mais bon, faut reconnaître ta douleur. Je pense que... Je pensais pas que faire un deuil, c'était aussi dur. C'est compliqué. Franchement, il y a des jours, ça va, genre ça va. Et il suffit que je tombe sur une photo de mon papa. Une photo, je m'effondre. En fait, je suis contente parce que je me dis, avant de mourir, il a accepté Christ dans sa vie. Il y a juste ça en fait, qui me console. Sinon, c'est tellement compliqué. Genre même quand je vais... Déjà, je vais pas à la maison toute seule. Je vais pas à la pêche toute seule parce que je vends des bateaux, ça me fait penser à mon papa. En fait, il y a plein de petits trucs dans la vie de tous les jours qui me fait penser à mon papa. Genre, la mer, mon subconscient va me dire à tout moment, tu vas voir ton papa, il va passer en bateau. Et puis voilà. Et travailler aussi, des fois, dans le BTP. Pas le BTP. Tout ce qui est fibre optique, tout ça. Et parfois, quand je vois des gens tirer du câble et tout pour faire passer de la fibre, ça me fait penser aussi à mon papa. La dernière fois, je suis allée parce qu'ils ont mis la fibre et tout chez moi. De base, c'était mon papa qui devait le faire pour moi, mais ils ont mis la fibre et tout. Et j'ai donné mon nom de famille. Il m'a dit, ah, monsieur, c'est votre père. Je suis en mode oui. Il me dit, et tout le monde n'était pas au courant. Et on m'a dit, ah, mais ça fait longtemps qu'on essaie de le joindre et tout, parce que il y a des trucs. Et je suis en mode, mon père est décédé. Et tout. Et je suis déjà en mode, ah bon, ça fait combien de temps? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'est pas que genre. Des fois, je prends mon temps pour expliquer. Et il y a des moments où je t'explique pas parce que c'est tellement dur. Surtout quand des fois, c'est des personnes qui ont travaillé avec mon papa. Et des fois, je les croise dans les stands de Canal Box. Surtout Canal Box. SFR Canal Box. Je les croise. Et c'est des gens qui m'ont vu petite, qui ont grandi. Enfin, j'ai grandi. En fait, c'est ça ce que je suis. Et dès qu'ils me voient, ils me disent, ah, ça va aller, Ali. Je sais, c'est dur. T'es enfant avec ton papa. C'est dur, c'est dur. Ça va aller, ça va aller. Et je sais que ça va aller. Je sais que ça ira mieux. Mais là, punaise. Genre, quand j'ai perdu mon papa, j'ai l'impression qu'un bout de moi qui part avec lui. Et franchement, la vie ne nous prépare pas à ça. On nous apprend pas ça à l'école, on nous apprend pas. Oui, un jour, tu vas peut-être perdre tes parents et tout. Et que voilà, il y a plus de trucs, c'est que je me dis juste, ça va aller en fait. Ça va aller.
Mon papa s'est battu. Quand je vous dis, mon papa s'est battu, les amis. Vous ne pouvez pas savoir à quel point il s'est battu. Pendant... Presque non. Il s'est battu. Là. Je me dis juste, en fait, il est mieux là où il est. Et puis voilà, en fait, la vie doit continuer. Mais je vous promets, c'est compliqué. Je sais que si mon papa me voyait dans ces états-là, ça. Genre. Parce que genre, il m'aurait dit, Lisa va aller. Et tout. Genre, je sais qu'il est fier de moi parce qu'il voit que je continue ma vie et tout. Même si je suis épuisée. Mais des fois, c'est pas que je veux pas pleurer. Mais je me dis, genre oui c'est mon papa et tout, mais il y a des personnes, c'est pire en fait. Quand j'en vois de le pasteur Marcelo, je me dis punaise, il a perdu sa femme. Il a perdu sa femme, ses enfants ont perdu leur maman, ça va être encore pire. Et je me dis, ma maman, je me demande genre combien elle fait, genre combien elle fait, parce que j'ai aucun regret par rapport à mon papa. On a parlé, enfin j'étais super proche de mon papa en fait. Donc j'ai aucun regret du tout. La seule chose c'est que le côté positif dans cette histoire, c'est que j'ai perdu mon papa, mais j'ai retrouvé mon papy. Genre côté maternel. C'est pas que genre il était plus là ou autre, hein, c'est juste que moi je ne le voyais pas souvent, mais mon papa par rapport à son travail, on le croisait souvent sur des chantiers et tout. Mais là j'ai vraiment repris contact avec mon papy, je vois mon papy et tout, et genre mon papy c'est vraiment genre je suis la petite fille, genre je suis la première petite fille de la famille. Et alors en fait, genre ça me confond. Mais bon. Allez, j'ai pas le choix en fait. Ah, faut que ça aille en fait. Faut que ça aille. Il est arrivé au monde les gars. En fait je suis au bord des larmes. Voilà, ça, je suis au bord des larmes. Et le truc c'est que je peux pas, je suis maquillée. C'est pour ça aussi que je me suis maquillée, pour me forcer en fait. On m'a dit oui, il faut pas retenir et tout. Mais les gars, je peux pas. Je peux pas. Je peux pas, en fait. Je peux pas. Et en fait, ça me saoule. Ça me saoule de me voir dans cet état. Je comprends pas qu'est-ce qui m'arrive. Enfin oui, je sais ce qui m'arrive. Mais ça me casse les pieds. Honnêtement, ça me casse les pieds. Ça me casse vraiment, mais vraiment les pieds. Je me demande juste en fait quand est-ce que ça va s'arrêter, ces crises de pleurs et tout. Deuxième conseil que je peux te donner, c'est tourne-toi vers Dieu dans ta souffrance. Même si tu as l'impression d'être seul, rappelle-toi que Dieu est proche. Parle-lui et crie à lui. Comme je vous avais dit, ce soir-là, j'ai pleuré dans le parc. Quand j'étais ici aussi, j'ai énormément cherché Dieu. J'ai énormément cherché Dieu. Vraiment. Ce qui m'a permis aussi de tenir, c'est le fait que, voilà, je l'ai cherché. Mais comme jamais je l'avais cherché auparavant. Hello guys, j'espère que vous allez bien.
Ce matin, ça va un petit peu mieux. Il est... Quelle heure? 10h26. Je vais à la salle à 14h. Mais je vais quand même prendre mes compléments alimentaires maintenant puisque j'ai pas le choix. J'ai vraiment pas le choix. Et le jeûne, bah après je couperai à 15h pour prendre vraiment les médicaments et tout. J'espère que ça a été la nuit, quand même. Et à tout à l'heure. Ils cherchent du soutien. Parle à tes pasteurs dans ton église, parle à un psychologue, parce que c'est des professionnels de santé aussi. Parle à ta famille, parle à tes amis, mais il faut parler. Il faut parler parce que là où là où ça a été un peu un problème pour moi, c'est que j'arrivais pas à mettre des mots. En fait, j'étais tellement vulnérable et j'avais jamais été habituée à être aussi vulnérable que je n'arrivais pas à mettre des mots sur ce que je ressentais. J'arrivais pas à mettre des mots dessus et c'est en parlant avec des personnes de mon église, des autorités, ma famille, psychologue, tout ça. C'est ça qui m'a permis à mettre des mots sur ce que je ressentais. Mais sinon, j'y arrivais pas. J'arrivais pas à dire que... Ma bouche n'arrivait pas à dire... Mais je ressens ça. Combien d'années tu ressens quoi? Enfin, qu'est-ce qui se passe au-dedans de toi, Shlomo? Il y a trop de trucs. Il y a tellement de trucs que je ne sais pas quoi dire. C'était ça. Salut!
Bienvenue sur le vlog d'Annie. Tu sais que c'est là, ils vont voir que j'ai plus mes. Genre, je reviens avec 10 cm en moins. Je sais, mais qu'est-ce qui se passe? What is going on? My God. Donc là, on est chez les Bonifères. Voilà. Il n'y a pas de placement de produit. On n'est pas payé. Tu n'es pas payé, pardon. Je retire ça. Tu coupes au montage. On est dans un café, on s'est posé. Voilà. Donc du coup, on s'est posé et ensuite dit qu'en fait on va écrire du coup pour le moment notre état actuel, ce qu'on compte mettre en place du coup pour en fait pour aller mieux et surtout en fait pouvoir en fait la mettre durant les mois suivants, les mois qui arrivent parce que nous ne pouvons pas finir l'année 2025 à terre, nous le refusons dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. So, donc on est posé, elle écrit du coup, nous devons écrire du coup chacune du coup comment nous sentons en ce moment et ce qu'on va mettre en place du coup pour aller mieux. Voilà. C'est tout? Tu veux rajouter quelque chose? Tu as tout dit. Voilà. Donc maintenant tu auras des plans de coupe de nous en train d'écrire. Et puis voilà. Faites pareil aussi chez vous. Faut faire ça. C'est super important de faire ça. Genre faire une introspection. Waouh, si j'oublie ce que j'ai dit. C'est poétique, hein. Introspection. Waouh. Introspection. Introspection. Oui, introspection. Ok. T'es sûr? Parce que c'est pas ce que j'ai dit, je pense. Oui, je crois qu'on dit ça. Introspection. Non, c'est bien ça, mais en fait, je pense pas que c'est C'est ce que tu avais dit. C'est ce que tu avais dit. Ok, mais c'est super. Nous allons faire une introspection de nous-mêmes. Voilà. Bye. Les amis, on va partir. On devait penser à 11h20. Il est 11h29. Moi, ça me fait du bien, le fait d'avoir écrit. Donc, je vais juste sur la page d'à côté mettre un plan d'action pour savoir en fait qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir sortir en fait de cette saison qui est grise, comme si genre, on est en plein cyclone. D'accord, pour sortir du cyclone. Et comme en plus on est en période cyclonique, mais comme moi je suis quelqu'un, j'aime lire et j'ai besoin de lire pour me sentir mieux, donc c'est ce que je vais faire. Et voilà. Et ensuite on va aviser au fur et à mesure. Ensuite, votre tassie ici présente est collée. Elle a pris son cahier. Elle a fait. On y va. Mais je crois que ça lui a fait du bien. Ça t'a fait du bien? Oui, ça m'a fait du bien. Ça fait un moment, comme je te disais, ça fait un moment que je voulais écrire. Mais c'était compliqué. C'était compliqué. Mais là, le fait d'avoir posé les choses, ça fait du bien. Oui, ça fait du bien. Ça fait du bien. Là, le truc, c'est qu'il faut que j'aille chercher très vite. C'est comment on joue de repos? Moi, on joue de repos, c'est jeudi. Jeudi, je suis ici aussi. Bon. Rendez-vous jeudi prochain. Allez. Bye bye. Dis bye bye. Bye bye. Chose. Le quatrième point, c'est reste connecté à ton église. Continue d'aller à l'église, continue de servir dans la mesure du possible. Mais si tu sens que physiquement, ce n'est pas possible, si tu as besoin de faire une pause, il faut être transparent à ton église. Il faut le dire. Il faut le dire à tes responsables et tout. Par exemple, moi, dans mon église locale, je sers à la photo. Donc, ça te demande d'être debout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette situation a fait que physiquement, mon physique a pris un très grand coup. Quand je dis physiquement, c'est-à-dire que déjà, quand j'étais en Guadeloupe, mon père était déjà malade. Je faisais énormément de va-et-vient parce qu'il était hospitalisé à Bastéan. Le CHB de Bastéan. Un coup, il était à Bastéan, un coup, il était à Pointe-à-Pitre. Donc, je faisais déjà des va-et-vient par rapport à ça. En même temps, il fallait voir que j'allais voir ma maman. Même si je la voyais beaucoup moins, mais j'allais quand même au moule les voir. J'allais à l'église. En même temps, j'avais un peu diminué sur le service parce que j'avais plus le temps. En même temps, je travaillais à côté. Enfin, comme je disais, je suis auto-entrepreneur, donc je suis photographe. Donc, je faisais des photos aussi, je faisais des shootings, j'allais en tournage. En même temps, dans mon église, moi, je suis au pôle de la photo. Je suis dans le service de la photo, donc je faisais aussi des photos là-bas. Donc déjà, ça me demandait déjà beaucoup physiquement. Quand je suis passée en France, tu n'es pas véhiculé, tu prends tout le temps les transports. Tu te tapes 1h40 aller, 1h40 retour par là, 2h aller par là, 2h retour par là,
3 heures aller, 3 heures retour par là. Enfin, c'était des va-et-vient comme ça. Donc physiquement, en plus, la France a rajouté. Et ensuite, il faut savoir aussi que je suis de la rétention d'eau. Je fais de la rétention d'eau. Donc, voilà. Les jambes étaient lourdes, j'avais des petits soucis et tout. Et mon problème, c'est qu'à l'aller, j'ai des chevilles. Je vis aussi comment on appelle ça? Du rhumatisme. Quand il y a un mauvais temps, j'ai mal. Mais il faut savoir que dans l'avion, j'ai remarqué que quand je monte en altitude, je pense que ça arrive à beaucoup de personnes. Mais je pense oui. Moi, j'ai les chevilles qui gonflent. Donc, je suis obligée de mettre des bas de contention. Là où était mon erreur, c'est qu'effectivement, j'ai mis mes bas de contention à l'aller, mais je ne les ai pas mis au retour. Je suis revenue le 11 août. On est en novembre. On est le... Ah, il est 1h24 du matin. On est le 13 novembre. Physiquement, mes jambes, ça va pas... Ça va mieux, mais c'est pas encore ça. Mais j'ai les chevilles un peu toujours gonflées, j'ai les pieds toujours gonflés, j'ai mon dos aussi. Même si je suis déjà allée consulter, hein, mais c'est le temps en fait, genre. C'est le temps aussi parce que vous savez, quand vous regardez aussi de la colère en vous, bon, en fait, ça agit sur votre corps, ça agit sur vos nerfs, ça agit dans vos muscles, ça agit dans votre dos. Donc, c'est tout ça. Mais ça va beaucoup mieux. Mais il faut le dire, il faut être transparente. Par exemple, moi, je sais que quand je suis revenue, on m'a mis en grande pause. C'est maintenant que je recommence à servir à l'église, on était en novembre, mais je suis revenue depuis août. Donc pendant tout ce temps, août, septembre, octobre, j'allais à l'église, mais je ne servais pas. Là, c'est maintenant que je reprends mon service. Ensuite... Ce matin, Seigneur, pour ceux et celles qui ont besoin d'une visitation particulière, ceux et celles, Seigneur, qui sont malades dans leur corps, ceux et celles, Seigneur, qui sont oppressés, nous prions ce matin, Seigneur, que ta présence puisse venir libérer, que ta présence puisse venir libérer, que ta présence puisse venir délivrer, que ta présence puisse venir remplir. Nous prions ce matin, Seigneur. Est-ce que vous voulez célébrer Dieu? Cinquième chose, c'est ne reste pas isolé. Soit prendre l'air, va faire une promenade, reconnecte-toi à ton entourage. L'isolement amplifie le deuil. C'est vrai qu'au début, il faut que tu prennes tes distances. Il faut que tu prennes le temps pour toi. Ça, c'est une chose. Mais ne reste pas tout le temps isolé. Et c'est là où je remercie énormément tout le monde. Enfin, je remercie tout le monde, c'est qu'on m'a forcé. On m'a bousculé en fait à sortir parce que moi je suis quelqu'un, je voulais que rester chez moi, je ne voulais pas sortir. Et il y a des fois, on venait au soudé chez moi, Annie, il faut sortir. Axel par exemple, Annie, viens voir ton âge, Annie, il faut bouger. Enfin, plusieurs personnes en fait, genre, faut pas rester chez toi parce que quand tu restes chez toi en fait, tu restes à murmurer et tu es là en mode si je savais, mon papa, le ci, le ça, c'était ça en fait. Faut pas rester enfermé. Ça c'est un très grand piège. C'est le piège. Il faut bouger. Il faut vraiment bouger. La dernière chose, c'est consacre un temps de prière, de louange et de méditation. Utilise les chants, parler en langue, la prière silencieuse. Parce que c'est ça qui, moi, m'a porté. Des fois, je faisais des prières silencieuses, genre, je prenais ma Bible, j'ouvrais ma Bible, je lisais ma Bible. Ensuite, je regardais le ciel et les larmes coulaient. Et en fait, Dieu comprenait ce que je voulais lui dire mais au travers de mes larmes. J'ai énormément pleuré, mais pas devant les hommes. Les hommes avec un grand H. Hein. Je n'ai pas beaucoup pleuré devant les hommes, mais j'ai énormément pleuré devant Dieu. Énormément. C'est là où j'ai pleuré le plus. C'est là où j'ai pleuré le plus. Et ça fait du bien. Il faut le faire. Il faut le faire. Là, je suis à la plage. Ça fait du bien. Et c'est super calme par contre. Genre, l'eau, elle est très... Et tout. Et voilà quoi. Genre, vous avez vu comment il fait super beau? Attendez. Genre... il fait grave beau. Franchement, et là-bas par contre, c'est pas très beau, mais bon.
voilà quoi. Ça fait quand même l'affaire. Et puis je rentre tout à l'heure. Hein. Je verrai ce que je fais du reste de ma journée. À tout à l'heure. Ouais. On veut maman. Pourquoi c'est tout petit là et puis ça là c'est grand? Moi de base ça c'est sur les côtés ou je sais plus là et de base on voit pas ça. Eh ben, il n'y a pas moyen de grandir la fenêtre entre temps. Ok, aujourd'hui c'est mon anniversaire. 17 septembre 2025, Sakabaye. Nouveau vlog, j'ai 27 ans. T'es vieux? On se sent vieux ou pas? Est-ce que tu te sens vieux? C'est dans la tête. Je suis jeune. Je suis jeune, 27 ans, on va pas abuser. Si tu es en deuil aujourd'hui, sache que tu n'es pas seul. Dieu voit tes larmes, il recueille tes soupirs, il est ton consolateur. Confie-toi en Dieu. Si tu dois pleurer, pleure devant Dieu. Si tu dois prier, c'est Dieu que tu dois chercher, c'est Dieu qui va t'aider dans tout ça. Et la personne qui m'a énormément inspirée, enfin, qui m'a énormément aidée par rapport à ce deuil, c'est le pasteur de l'église La Compassion. Quand il a perdu Maman Blanche, c'est comme ça que tout le monde l'appelle, Maman Blanche, j'étais en mode, moi ce n'est que mon père, c'est juste mon papa, mais j'imagine même pas ta femme, le pasteur Marcel, ta femme, t'as perdu ta femme, et le pire dans tout ça, c'est que genre tu perds ta femme, et genre, ça c'est, je crois que, désolé si je me trompe, je crois que c'est une culture africaine, genre, quand tu es en deuil, ou je ne sais pas si c'est une culture africaine, je pense que c'est quelque chose de normal, ben, quand tu perds une personne, ben, en fait, on te rejoint ta bague. Et quand j'ai vu cette photo, j'ai trouvé ça tellement horrible, mais tellement, et c'est lui qui m'a beaucoup inspirée. Et je me suis dit, s'il a réussi à se relever, ben, je peux me relever. Et en même temps, je me dis, mon père, en fait, là, c'est bon, il est auprès de Dieu, il est sauvé. Mais en fait, il y a du travail. Il y a des âmes à aller gagner, il faut servir à l'église. J'ai mes petits frères encore derrière moi, il y a ma mère, il y a tout le monde. Je ne peux pas rester à terre, je ne peux pas. Il y a des choses à faire, il y a des âmes à sauver, il y a encore du travail. Il faut se relever. Mais prends une étape aujourd'hui pour reconnaître ta douleur, lève les yeux vers Dieu, prends un petit, fais des petits pas par petits pas par petits pas pour recommencer en fait, faire entre guillemets une nouvelle vie. Entre guillemets une nouvelle vie et ça va aller, ça va aller. Là je vais préférer vous prendre dans la main parce que je sais pas, j'avais envie de vous prendre dans la main. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, mais j'avais ce besoin d'être transparente avec vous, j'avais ce besoin de parler, j'avais besoin aussi d'extérioriser parce que je me disais oui, le vlog il est joli, le vlog il est bien, mais il faut aussi dire la vérité. Même si c'est pas rentrer dans les détails, mais il faut en parler, il faut dire ce qu'il y a à dire. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo va vous aider, mais que vous pouvez prendre aussi cette vidéo d'une autre manière, que même si vous passez par un deuil, même si vous passez par une autre épreuve, mais sache que tu vas te relever. Et je prie dans le nom de Jésus que toute personne qui regarde cette vidéo soit touchée, qu'une personne qui passe par ce temps difficile, Père, je te demande de pouvoir l'accompagner, de pouvoir l'aider à se relever, Seigneur. Que pendant ce temps où cette personne est aussi un peu à l'écart, qu'elle puisse te chercher. Toi seul est le consolateur et qui fait et qui fera encore, Seigneur. Oui, Jésus a pleuré, mais Jésus aussi a continué. Nous avons tous pleuré, Seigneur, mais nous ne pouvons pas rester à pleurer, nous ne pouvons pas rester à terre, nous ne pouvons pas rester à nous lamenter, car il y a des âmes à sauver, il y a des âmes encore à gagner et nous avons encore du travail sur terre, Seigneur. Si tu nous permets encore de nous donner un nouveau souffle de vie chaque jour, chaque matin, c'est que tu n'as pas encore terminé avec nous. Donc là où nous sommes, Seigneur, et je prie pour que chaque personne qui va regarder cette vidéo soit fortifiée, que je prie dans le nom de Jésus pour chaque personne qui va regarder cette vidéo puisse être une personne meilleure, qui puisse se relever et qui ne puisse pas rester à terre. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Ça va aller, les amis. On est ensemble. Ça va aller. En tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo. La prochaine vidéo, ce sera un vlog plus friendly,
Ce sera une vidéo sur ma vie en tant qu'entrepreneur. Vous allez me voir aller jouer des shootings, des trucs comme ça. Et puis ça va être bien, ça va être bien, ça va être bien. Ce sera une vidéo plus. Voilà. Et en tout cas, je vous laisse sur ces images. Et je vous dis peace. Ah oui, j'ai oublié de vous dire salut, enfin re-salut. Effectivement, je reviens avec 10 cm en moins. Les gens se demandent qu'est-ce qui s'est passé à Annie. Ben, en fait, il s'est juste passé que je perds mes cheveux, les gars. Voilà, vous allez le voir de toute façon. J'ai une alopécie due au stress, à ci, à ça. Bref, de là à là, tout devant, je perds mes cheveux. Donc je me suis dit, en plus je voulais déjà enlever mes extensions parce que j'avais des extensions, je voulais déjà les enlever. Donc c'était l'occasion ou jamais, mais voilà. Nous y est. J'ai retiré, puis voilà, fait. Sur ce,